Chers élèves de la quatrième année lettres, bonjour. Nous allons aujourd'hui expliquer ensemble un texte. Cette explication vous sera présentée par moi-même, maire Antit, professeur au lycée secondaire de Darchaben à Nabeul, et encadrée par Madame Sarah Bouslama, inspectrice principale de l'enseignement secondaire. Notre explication figure dans votre manuel et fait partie du module 4 à la lumière de la raison. Le thème de la raison s'inscrit dans le domaine regard sur la société d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer notre explication, il convient de rappeler le vocabulaire essentiel qui vous permettra de cerner le thème. Donc, lorsqu'on parle de la raison, on parle de ce qui permet à l'homme de connaître, juger, agir conformément à des principes, conformément à la logique et au bon sens. Retenez l'expression bon sens. La raison renvoie au bon goût, au discernement, à la droiture, à l'entendement, à l'esprit raisonnable et conséquent, à l'esprit rationnel, à l'esprit sensé, sage. On parle de quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est cartésien, qui fait la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est sensé et ce qui est insensé. Donc, la raison renvoie au juste milieu, à la justesse, à la sagesse, à la logique. Et on oppose à ce vocabulaire qui renvoie à la raison le vocabulaire qui renvoie à la déraison. Donc, ce qui est irrationnel, ce qui est illogique, insensé, ce qui est inconséquent, inconcevable. Donc, un comportement raisonnable, finalement, c'est le contraire de tout comportement irréfléchi, tout comportement illogique, aberrant, absurde, déraisonnable et extravagant. D'ailleurs, le tableau qui figure sur votre écran de Gustave Courbet intitulé Le désespéré illustre très bien que certains comportements humains sont jugés comme des comportements raisonnables et d'autres sont jugés comme des comportements déraisonnables. Donc on peut dire, avant de commencer notre explication, que le thème à la lumière de la raison nous incite à poser un certain nombre de questions, entre autres la question suivante: qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui est déraisonnable dans le comportement aujourd'hui? Alors, on va commencer maintenant l'explication du texte qui figure dans votre manuel. C'est un texte qui est extrait de la page 179. Alors, cette prolifération de l'image envisagée comme un instrument d'information précipite la tendance de l'homme moderne à la passivité, sans aller jusqu'à ces images que l'on a essayé de faire passer sur l'écran cinématographique trop rapidement pour qu'elles soient remarquées, mais assez toutefois pour qu'elles s'impriment dans notre inconscient avec un pouvoir de suggestion que rien n'entrave plus. On peut dire que cet assaut continuel du regard vise à créer une inertie du spectateur. Hors d'état de réfléchir et de contrôler, il enregistre et subit une sorte d'hypnotisme larvé. La réflexion est éliminée et le réflexe, avec son automatisme, tend à la supplanter. Il est simplement conditionné à un degré supérieur à celui que réalisait l'expérience fondamentale de Pavlov. On pourrait dire que l'image, par l'emploi qui en est fait aujourd'hui, vise à étendre au psychisme les règles célèbres que Taylor avait édictées pour l'action, en l'appliant aux lois de la machine. Cette triple règle s'énonçait: identité, répétition, rapidité. On pourra vérifier que la publicité, la télévision ou le cinéma se plient à ces principes et les appliquent à l'emploi qu'ils font de l'image, quand ils entendent se servir d'elle pour imprimer aux esprits une orientation déterminée, la publicité en particulier, qui vise sans embâche à une dictature mentale, tire toute son efficacité de leur stricte observance. Voici l'art qui use du même moyen fondamental. L'image agit comme un contrepoison providentiel, car l'image est à la fois le signe et le ferment, la liberté. Elle en est le signe, parce qu'elle exprime le pouvoir de l'artiste de créer une vision nouvelle,
qui, au lieu d'appauvrir le monde en le stéréotypant, l'enrichit au contraire en le diversifiant au-delà de ce que l'homme moyen pouvait attendre. Elle en est aussi le ferment, parce qu'elle agit sur le spectateur, à l'inverse de la publicité, de la télévision, du cinéma, qui endorment la faculté de contrôle et entraînent la docilité de l'attention. Dans l'art, l'image est choc, un choc qui réveille la conscience de chacun, exige l'acuité de son attention pour être pénétré, apprécié et jugé. Son contenu n'est partagé par le spectateur que s'il a réussi à tendre sa sensibilité jusqu'au niveau d'exaltation de lui-même, qui est nécessaire. Il va de soi que cinéma et télévision peuvent eux aussi bénéficier de cette conversion, mais notons-le bien, seulement dans la mesure où précisément ils accèdent eux aussi à l'art. Au surplus, l'œuvre d'art immobile et disponible se plie au rythme de l'observation dont le spectateur décide et elle lui permet d'attendre sa méditation autant qu'il le souhaite. Par là, le spectateur, si ému soit-il, reste fondamentalement maître de lui. C'est un texte de René Hugues, extrait de son livre « Les puissances de l'image », écrit en 1965. Bien, regardons maintenant ensemble les différentes parties de notre texte. On va commencer par la première partie. Que critique l'auteur au début du texte? On lit l'extrait. Cette prolifération de l'image, envisagée comme un instrument d'information, précipite la tendance de l'homme moderne à la passivité. Donc, vous comprenez ici qu'au début du texte, il dénigre, il critique le pullulement, la prolifération de l'image qui envahit notre quotidien. Donc l'image, elle est partout, elle est omniprésente. L'omniprésence de l'image dans la vie de l'homme moderne, le pousse à être passif et inactif. Donc l'homme moderne est victime de cette image qui l'envahit de partout, tous azimuts, dans tous les sens. On revient à l'extrait suivant. On pourra vérifier que la publicité, la télévision ou le cinéma se plient à ces principes et les appliquent à l'emploi qu'ils font de l'image. Donc, quelles sont les images incriminées et accusées par l'auteur comme étant responsables de cette passivité? Donc, si on lit l'extrait, il s'agit du cinéma, de la télévision et de la publicité aussi. Donc, l'auteur accuse l'image cinématographique, l'image télévisée et l'image publicitaire. Alors, quelles conséquences ces images ont-elles sur le spectateur? Elles s'impriment dans notre inconscient avec un pouvoir de suggestion que rien n'entrave plus. On peut dire que cet assaut continuel du regard vise à créer une inertie du spectateur, hors d'état de réfléchir et de contrôler. Il enregistre et subit une sorte d'hypnotisme larvé. La réflexion est éliminée et le réflexe, avec son automatisme, tend à la supplanter. Ces images, comme vous le remarquez, ont un impact négatif sur le spectateur. On explique ici cet impact négatif sur le spectateur. Elles peuvent en effet s'imprimer, se graver, se fixer, s'incruster définitivement dans notre inconscient. On ne peut plus s'en débarrasser. Deuxième conséquence, deuxième impact, elles peuvent rendre le spectateur inerte, engourdi, paralysé, hypnotisé, c'est un terme du texte, et incapable d'agir. Et tout ce processus d'engourdissement se passe d'une manière larvée, c'est-à-dire d'une manière cachée et latente. Troisième conséquence, ces images télévisées, ces images cinématographiques, les images publicitaires ôtent et suppriment au spectateur toute possibilité de réfléchir et de se contrôler, en exerçant sur lui une dictature mentale et le privant ainsi de sa liberté. Donc, dans l'extrait, on dit
ils entendent se servir d'elle pour imprimer aux esprits une orientation déterminée. La publicité en particulier, et l'auteur souligne donc le fait que la publicité est responsable de cet engourdissement. La publicité vise sans embâche à une dictature mentale. Donc, elle prive le spectateur de toute possibilité de réfléchir. Quatrième conséquence citée dans le texte, ces images rendent le spectateur un automate. Qu'est-ce que ça veut dire un automate? Ça veut dire un robot, une marionnette qui agit machinalement, inconsciemment, et qui obéit à un certain nombre de réflexes innés et instinctifs. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure que ces réflexes instinctifs vont être mis en valeur par des exemples qu'il va citer dans le texte pour étayer cet exemple-là, cet argument-là, et pour étayer et expliquer davantage cette idée-là. Alors, à quelle théorie célèbre l'auteur fait-il allusion pour souligner l'impact négatif de l'image sur le spectateur? Je lis l'extrait suivant. La réflexion est éliminée et le réflexe, avec son automatisme, tend à la supplanter. Il est simplement conditionné, et j'ai souligné ici cette partie-là, cette phrase, pour montrer que le spectateur, face à ces images ou devant ces images télévisées qui pullulent dans tous les sens, il devient un automate, il est conditionné, il ne réfléchit pas. Donc, il est simplement conditionné à un degré supérieur à celui que réalisait l'expérience fondamentale de Pavlov. Ici, l'image illustre cette célèbre expérience de Pavlov. On part du réflexe pavlovien. Donc, le chien est conditionné. Le chien de Pavlov est conditionné et il obéit à son réflexe. Il agit d'une manière instinctive, involontaire, irréfléchie et inconsciente. Quel est le lien avec l'image qui envahit la vie du spectateur et qui agit sur le spectateur aujourd'hui? Donc voilà, donc il dit qu'à travers l'expérience de Pavlov, l'auteur montre que l'image prive le spectateur de toute réflexion, de toute attitude logique. Il perd ainsi le bon sens, et on revient à notre module, donc à la lumière de la raison. Il perd ainsi le bon sens, la capacité de choisir ce qu'il veut regarder. Donc, finalement, le spectateur n'est plus libre de réfléchir et de choisir ce qu'il regarde. Face à l'image médiatique, ici, je reviens sur les exemples qui sont cités par l'auteur. L'image médiatique, on veut dire ici la télévision, l'image publicitaire et l'image cinématographique. Donc, face à l'image médiatique, il perd son libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il perd son libre arbitre, c'est-à-dire il n'est plus capable de décider. Donc, après avoir parlé du réflexe de Pavlov et le lien avec l'image qui nous envahit de partout, il va nous citer aussi l'exemple de Taylor, ou la théorie de Taylor. Alors, je lis l'extrait. On pourrait dire que l'image, par l'emploi qui en est fait aujourd'hui, vise à étendre au psychisme les règles célèbres que Taylor avait édictées pour l'action en l'appliant aux lois de la machine. Cette triple règle, s'énoncer, identité, répétition, rapidité. L'image qui figure sur votre écran, extraite des temps modernes de Charlie Chaplin, montre que l'homme devient l'esclave de la machine. Donc le lien avec les images critiquées et dénigrées par René Hughes, il cite la théorie de Taylor qui se base sur 3 règles, identité, répétition, rapidité. À travers cette théorie, l'auteur montre que, selon Taylor, l'ouvrier doit obéir aux lois de la machine et devenir son esclave. L'ouvrier n'existe qu'à travers la machine qui le transforme finalement en esclave. De même, le spectateur doit obéir aux lois de l'image qui agit sur son esprit, sur sa raison. Dès lors, le spectateur devient l'esclave de l'image. Donc ainsi, la télévision, le cinéma et notamment la publicité se servent de l'image pour asservir le spectateur comme la machine a servi l'ouvrier. Donc, pour critiquer les méfaits finalement de l'image médiatique,
l'auteur recourt à un certain nombre de procédés. Parmi ces procédés, on peut citer le vocabulaire dépréciatif, dévalorisant, le vocabulaire péjoratif, par exemple, passivité, inertie, hypnotisme, larvé, conditionné, dictature, appauvrir, docilité. Il recourt aussi à la métaphore, cet assaut continuel du regard. Le spectateur donc est attaqué, assailli, bombardé, catapulté par les images médiatiques de partout. On a dit que l'image envahit notre quotidien. Donc, on peut dire alors que l'image, telle qu'elle est utilisée par le cinéma, par la télé, par la publicité, a pour objectif d'assujettir, c'est-à-dire rendre esclave, le spectateur et de le priver de toute possibilité de réflexion et d'analyse. Bien, on va voir maintenant que René Hug oppose à ces images qu'il a déjà citées dans la première partie de son texte, il va citer un autre type d'image, il s'agit de l'image artistique. Alors l'image artistique asservit-elle le spectateur et le prive-t-elle de la réflexion? On va comprendre cela à travers l'extrait qu'on va lire. Voici où l'art, qui use du même moyen fondamental. L'image agit comme un contrepoison providentiel. Vous voyez ici le tableau qui est affiché sur votre écran. Il s'agit d'une œuvre d'art et l'œuvre d'art pousse le spectateur à réfléchir, aiguise en lui la curiosité, elle le pousse à critiquer, à dénigrer, elle le pousse à comprendre. Donc, contrairement à l'image audiovisuelle et à l'image publicitaire, donc finalement, l'image artistique se démarque et se différencie des autres types d'images cités dans le premier paragraphe. D'ailleurs, le recours ici à la comparaison, l'image agit comme un contrepoison providentiel, montre que l'image artistique est un remède, c'est-à-dire un antidote, capable de soulager et de calmer le spectateur contre les méfaits de l'image médiatique. Donc ici, les images médiatiques sont considérées comme un poison. L'image artistique est considérée comme un contrepoison. Elle lui est donc bénéfique et profitable, et même indispensable. Donc, comme on l'a vu, les inconvénients et les méfaits de l'image médiatique sur le spectateur, on va voir maintenant les bienfaits de l'image artistique sur le spectateur. Alors, quels sont ces bienfaits? On lit l'extrait. Car l'image est à la fois le signe et le ferment, la liberté. Elle en est le signe parce qu'elle exprime le pouvoir de l'artiste de créer une vision nouvelle qui, au lieu d'appauvrir le monde en le stéréotypant, l'enrichit au contraire en le diversifiant au-delà de ce que l'homme moyen pouvait attendre. Donc, regardons ensemble les bienfaits de l'image artistique. L'image artistique est bénéfique et pleine de vertus. D'abord, elle est synonyme de liberté, qui incite à la réflexion et permet aux idées de bouillonner, de germer dans l'esprit du spectateur. Il cite ici le terme ferment. Donc, l'image artistique, c'est un ferment. Elle permet à l'artiste d'offrir au spectateur une nouvelle vision riche, originale et différente, loin des stéréotypes et des clichés. D'ailleurs, vous voyez, le tableau de Salvador Dali pousse le spectateur à réfléchir sur cette notion du sommeil, donc qui n'est pas évidente. Elle est imaginée par Salvador Dali et elle attise notre curiosité, la curiosité du spectateur. Elle ne laisse pas le spectateur indifférent. Donc on va lire l'extrait ensemble pour voir les autres bienfaits de l'image artistique. Elle agit sur le spectateur à l'inverse. Donc regardez cette opposition aux images qui étaient citées au début du texte. À l'inverse de la publicité, de la télévision, du cinéma qui endorment la faculté de contrôle et entraînent la docilité de l'attention. Dans l'art, l'image est choc. Un choc qui réveille la conscience de chacun, exige l'acuité de son attention pour être pénétré, apprécié et jugé. Son contenu n'est partagé par le spectateur
que s'il a réussi à tendre sa sensibilité jusqu'au niveau d'exaltation de lui-même qui est nécessaire. L'œuvre d'art, immobile et disponible, se plie au rythme de l'observation, dont le spectateur décide, et elle lui permet d'étendre sa méditation autant qu'il le souhaite. Par là, le spectateur, si ému soit-il, reste fondamentalement maître de lui. Donc l'image artistique ne laisse pas le spectateur indifférent, comme l'image télévisée, publicitaire et cinématographique. En regardant un tableau, le spectateur agit et réagit, interprète et réfléchit, fait appel à sa raison, essaie de comprendre, essaie de déchiffrer, de décrypter les codes instaurés, parce que l'artiste instaure un ensemble de codes qu'il faut comprendre, qu'il faut déchiffrer. L'image artistique, donc, aiguise, c'est-à-dire quoi aiguise? Stimule, aiguillonne sa capacité à apprécier et à juger en le choquant, à condition qu'il soit sensible à l'art. Ça, c'est une condition indispensable. Le spectateur doit être capable de déchiffrer et de comprendre l'image artistique, il doit être sensible à l'art. L'image artistique accorde au spectateur une liberté, la liberté de l'observer à tout moment, sans aucune contrainte et à son gré. Alors, par quel procédé d'écriture l'auteur réussit-il à valoriser l'image artistique pour vanter et faire valoir les bienfaits de l'image artistique? L'auteur recourt à, d'abord, un vocabulaire laudatif. Rappelez-vous, on a parlé, lorsqu'on a parlé de l'image médiatique, on a dit qu'il utilise un vocabulaire dévalorisant. Ici, il recourt à un vocabulaire laudatif, c'est-à-dire valorisant, un vocabulaire élogieux. Par exemple, contrepoison, signe fermant, enrichi, diversifiant, réveil. Donc, tous ces mots-là sont valorisants finalement et mettent l'accent sur l'importance et sur les bienfaits de l'image artistique. Donc, la métaphore aussi, il recourt à une métaphore, elle en est aussi le ferment qui pousse le spectateur à réfléchir, qui fait naître en lui l'envie de comprendre. Donc, après avoir valorisé l'image artistique, on va voir à la fin du texte que l'auteur nuance un peu son point de vue, il fait une certaine restriction. Alors, les images télévisées et cinématographiques sont-elles capables, malgré tout, d'accéder au rang de l'image artistique? Alors, on lit l'extrait. Il va de soi que cinéma et télévision peuvent, eux aussi, bénéficier de cette conversion. C'est-à-dire, on va voir qu'elles sont capables d'atteindre ou d'égaler l'image artistique. Mais notons-le bien, seulement dans la mesure où précisément ils accèdent eux aussi à l'art. Donc on comprend que l'auteur pense à la fin du texte que les images télévisées et cinématographiques sont en mesure d'accéder, elles aussi, au rang de l'image artistique. Après avoir décrié, après avoir dénigré, critiqué l'image télévisuelle au début du texte, l'auteur nuance à la fin du texte son point de vue en employant l'expression « il va de soi », c'est-à-dire il va sans dire, il est clair, il est évident, comme s'il voulait accorder une chance aux images qu'il a accusées au début du texte, donc les images qui étaient dépréciées au début de son raisonnement. Donc on peut constater que l'image artistique, finalement, a des effets bénéfiques indéniables, contrairement à l'image médiatique qui abrutit le spectateur et le rend passif. Alors, récapitulons tout ce que nous venons de voir, René Hug, dans ce texte, oppose deux types d'images, les images proposées par les médias et les images artistiques. La stratégie argumentative adoptée par l'auteur établit donc, comme vous l'avez remarqué, une dichotomie, c'est-à-dire une opposition entre image médiatique et image artistique. Cette stratégie s'appuie d'une part sur
la dévalorisation et la dépréciation des images télévisuelles et cinématographiques, en insistant, comme on l'a vu, sur leur impact négatif sur le spectateur, et d'autre part sur la valorisation d'un autre type d'image. Il s'agit, comme on l'a vu, de l'image artistique, qui a des effets bénéfiques, qui a beaucoup de bienfaits sur le spectateur, aussi bien sur l'artiste que sur le spectateur. Cependant, il faut noter que l'auteur nuance à la fin du texte sa réflexion et il affirme que certaines images télévisées pourraient accéder à l'art, pourraient se démarquer des autres images stéréotypées et banalisées qu'on voit généralement à la télé. Avant de nous quitter, j'aimerais bien élargir le débat en revenant sur la problématique qui était soulevée au début. Je vous propose donc cette caricature. Vous voyez deux spectateurs assis en regardant la télé et on voit les bulles ici qui reprennent l'onomatopée blabla donc partout. Cela veut dire que ces spectateurs agissent d'une manière machinale, ces spectateurs ne réfléchissent pas, n'ont aucun sens critique, donc ils reprennent ce qui est dit par la télévision. Donc finalement, les images envahissent notre quotidien et nous devenons à notre insu, nous devenons sans le savoir esclaves de ce que nous regardons sur les écrans, au point malheureusement de perdre la faculté d'analyser et de réfléchir. Donc il est donc raisonnable, si je reprends le mot-clé de notre thème, donc à la lumière de la raison, de réagir face à l'invasion de l'image dans notre quotidien pour garder un œil critique sur ce qui se passe autour de nous et pour éviter de devenir un simple consommateur de l'image. Voilà, nous arrivons à la fin de notre séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Au revoir et à bientôt.